Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Col Roulé, le podcast pour mettre en avant les personnalités engagées. Nous accueillons pour ce nouvel épisode Abdoulaye Kanté, policier. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. On va durant cette émission s'intéresser à ton parcours et tes engagements. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Michael. Merci d'être présent à nos côtés pour ce nouveau média et ce nouveau podcast. Merci pour l'invitation. Voilà, tu incarnes un peu les profils qu'on veut mettre en avant et c'était un peu l'essence et la vocation de ce podcast. Donc on va durant cette émission s'intéresser à ton parcours si tu l'acceptes, sans tabou. Avec plaisir, on est là pour discuter et c'est bien. Merci beaucoup et voilà, donc nous allons durant cette émission s'intéresser d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans ce pays et dans la cité. C'est parti, donc on peut commencer ? Exactement. Bon, ben voilà, très bien. Comme tu as fait la présentation, donc je m'appelle Abdoulaye Kanté, donc j'ai 46 ans, je suis policier de métier. Ça fait 26 ans que je suis dans la police. Pour te faire un petit peu mon parcours, donc je suis né en France, d'accord, en 94, bien sûr, à Ivry-sur-Seine, et à mes 2 ans en fait. Donc Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, en 94. Pas loin d'ici. Voilà, exactement. Et ensuite, après, donc j'ai mes parents, donc immigrés maliens, qui ont travaillé ici. Donc ils ont eu une opportunité au Mali. Donc on est rentré au Mali. Donc je suis rentré à l'âge de mes 2 ans. Donc vous étiez en France et le choix d'aller immigrer au Mali. C'est ça en fait. Mes parents en fait ont immigré du Mali en France et ensuite après, mon père a eu une opportunité. Donc du coup il est rentré. Et donc moi j'ai suivi. Donc à mes 2 ans. Donc de mes 2 ans jusqu'à l'adolescence, donc à mes 15 ans, je suis revenu en France. Donc j'ai été élevé par ma tante, la grande sœur de ma mère, qui n'est plus de ce monde. D'accord. Qui était un peu comme ma deuxième mère. Et ensuite, donc voilà. Donc 13 ans passés au Mali. Exactement, 13 ans. Un souvenir parfait de... Ouais, non, bien sûr, parce que quand tu arrives et tout, donc j'ai appris, on va dire, cette éducation, on va dire, à la malienne, à l'africaine. Donc j'ai une part d'africanité qui est en moi, qui fait ce que je suis aujourd'hui, notamment aussi au niveau de l'éducation, au niveau de certaines valeurs, et aussi de servir aussi les autres. Et ça, je pense qu'on en reviendra après pourquoi. Et derrière et tout, donc dans cette période-là... ouais, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et tout ça. Donc j'avais un père qui n'était pas forcément souvent là. D'accord. Et ma mère qui, parce que je suis issu d'une fratrie de 7. D'accord. De 7 enfants. Donc les 7 enfants étaient au Mali avec toi durant cette période. Exactement, c'est ça. Et j'étais le premier de ma fratrie à partir du cocon familial. Donc du coup, je suis arrivé ici en France et tout. Donc voilà, parce que tu sais, le Malien, en fait, quand il arrive à un âge et tout ça, donc il émigre. Donc pour peut-être à l'avenir revenir. Donc là, j'ai fait le reste de mes études. Donc, parce que culturellement, je connais pas, je découvre. Du Mali, la majorité, en fait, passer un âge, le but c'est de sortir du pays et d'aller vers l'étranger. Le but, effectivement, c'est d'aller réussir, de pouvoir justement, on va dire, aller chercher quelque chose essayer de t'épanouir professionnellement. Et après, si vraiment tu as réussi, parce qu'évidemment, tu es soutenu par ta famille de manière financière, de manière, voilà, tout le monde va se cotiser. C'est pour ça qu'il y a cette problématique de l'immigration où il y a beaucoup de gens qui immigrent. C'est-à-dire qu'on leur donne, le village se cotise pour les faire venir, on va dire, en France ou dans d'autres pays. Après, il y en a que ça marche bien, d'autres ça marche pas forcément bien. Mais le but, effectivement, des fois, pour certains, c'est pour revenir au pays, investir au pays et voilà. D'accord, donc il y a quand même, voilà, t'es né quand même avec quelque part cette mission où tu savais que tu partais de façon... t'allais partir jeune sûrement du Mali. Oh, je ne savais pas, mais après si tu veux, tu l'apprends, tu te dis qu'effectivement le but c'est que on t'apprend les valeurs et tout, et ensuite après tu pars. C'est un peu comme, tu sais, comme le petit enfant quitte son nid et après il va s'épanouir ailleurs. Ah oui. Et après c'est lui, après avec son expérience... mais 15 ans c'est jeune. J'étais jeune. Pas tout le monde part à 15 ans. J'étais jeune. Mais après, si tu veux, mais je restais encore dans le cocon familial parce que j'ai été élevé par la grande sœur de ma maman. Et donc en banlieue parisienne, dans le 95. Et ensuite, à partir de cela, donc du coup, j'ai fait le reste de ma scolarité. Donc j'étais dans un internat, donc auprès Saint-Gervais. Donc c'était la même école qu'Eddie Mitchell. Donc ça s'appelait l'Institution Weiss. Énorme. Voilà, qui n'existe plus. Donc là, évidemment, choc des cultures. Hein, tu sais, moi, je viens du Mali, donc avec un parler qui est tout autre que celui qui est là actuellement. Tu parlais français ? Oui, justement, je parlais le vieux français. Je parlais le vieux français, en fait. Donc c'était le français qui, on va dire le français colonial et tout. Et c'était quand tu arrives et tout, tu vois qu'il y a un autre phrasé, des jargons, le verlan, où moi, j'étais totalement...
à côté de la plaque, quoi. Tu vois. Et même, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est vrai que les standards des baccalauréats en Afrique ou dans les anciennes colonies sont beaucoup plus élevés. Et bien souvent, la langue française et même au niveau des mathématiques. Parce que ça soit la dictée, moi j'étais souvent, on va dire très fort, soit en dictée ou soit en expression écrite. À l'époque, c'était ça s'appelait l'expression écrite. Donc moi, vraiment, j'étais fan de ces matières-là, et c'est vrai que j'étais quand même assez surpris du niveau, en fait, qui était assez faible. Tu sais que tu es en France, mais tu vois que certains élèves étaient carrément... Les immigrés maliens et même sénégalais parlent mieux français que... Parce que c'est le vieux français, en fait. C'est un autre phrasé, mais voilà. Et qui n'avait pas le patois, on va dire, que banlieusard qui est actuellement. Et après ça, donc, du coup, voilà, je passe mon bac et je l'obtiens. Donc, je prends une filière professionnelle, donc en plasturgie. Et de côté de cela, bon, moi, je fais partie de l'ancienne génération, donc dès que j'avais le bac et tout, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je travaille. Après, j'ai un oncle à moi qui était, on va dire, très intrusif, qui expliquait que, ouais, non, mais bon, la discipline, moi, je te vois bien être dans l'armée. Après, un jour, un samedi, je dormais, et il me dit, ouais, viens, tu fais quoi donc, viens. Il m'envoie dans le 12e, tu sais, au CIRPA, en fait, à côté de Rue Diderot, et voilà. Il me dit, tiens, bah, écoute, choisis. On va aller voir quelqu'un et tu choisis ce que tu veux faire. Donc moi, j'arrive devant cette espèce de militaire et tout, comme ça, du centre d'orientation et tout. Je savais pas ce que je voulais faire. Je lui dis, tiens, il y avait les trois corps. Il y avait marine, armée de terre ou armée de l'air. Ben, j'ai choisi la marine nationale. Comme ça, mais je te dis vraiment par hasard, quoi. Et j'ai pris. Et à ce moment-là... Donc là, tu as quel âge? T'es majeur? 17 ans. 17 ans et 6 mois. C'est fou. 17 ans et 6 mois. Donc je commence à remplir le formulaire d'engagement et tout. Et là, à ce moment-là, 15 jours après, je reçois ma convocation pour aller à la base de Hourtin, donc à Bordeaux. Et à ce moment-là, je pars, Donc, nouveau déracinement. Ah oui, clairement. T'es mineur, t'es 2 ans, ça fait que 2 ans que tu es en France. Oui. Et donc, t'arrives, voilà, tu connaissais la province ou tu connaissais pas Ah, mais non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Moi, la France, je connaissais que Paris. Et Paris et la banlieue. Donc, on est en quelle année? On est dans les années... On est dans les années fin 90. Dans les années fin 90, parce que, si tu veux, c'était en 97. Et est-ce que tu voyais qu'il y avait un paysage d'immigration dans l'armée qui était déjà présente comme aujourd'hui, ou tu te sentais vraiment le seul un peu immigré du Mali C'est pas que je me sentais le seul, c'est que tu vois, une anecdote en fait, c'est que le jour quand je commence à prendre ce fameux train pour aller dans on va dire, la base de Cherbourg, c'est mon papa et ce fameux oncle qui me raccompagnent. Et c'est vrai que c'était la première fois que je voyais mon père, mais il s'est caché pour pleurer. Parce que j'ai jamais vu mon papa pleurer, moi. Donc, en fait, c'est bizarre parce que quand tu montes dans ce train, tu sais que tu pars, tu sais pas où tu vas, et ton père qui n'était pas forcément là, et là, tu vois qu'à un moment donné, il se cache pour pleurer, mais tu sais qu'il pleure. Là, il te dit que c'est à un moment donné, tu rentres dans le monde des adultes, en fait. Voilà. Tu dis que là, maintenant, tu as été... Maintenant, c'est toi seul et tu dois te construire. Et dans le train, ben, t'es avec des personnes, tout le monde se regarde. On allait tous dans la même direction, en fait. Bien sûr. Et c'est là où tu te dis que bah, je ne me suis pas forcément posé la question de savoir qui était immigré, etc. Tu cherches toujours peut-être un espèce de semblable pour voir si, comme ça, pour te sentir moins seul, quoi. Mais je ne me suis pas posé cette question. En fait, bah, tu sais, à un moment donné, tu es tout seul. T'es face à toi-même. T'es face à toi-même. Et quand tu arrives, bah, oui, alors là, après, tu as un melting pot de beaucoup d'origines et tout ça. Mais tu sais qu'une seule chose, c'est que vous êtes tous logés à la même enseigne. Avec l'uniforme, même uniforme? Ah bah l'uniforme, tu le mettais après parce que tu faisais la queue, donc on prenait tes mesures. T'avais ce qu'on appelait le bidel. Le bidel, dans le jargon en fait militaire marin, c'est celui qui est un peu le père fouettard, on va dire, quand il t'accueille et tout ça. Donc, je sais pas si t'avais vu un peu ce film d'Oliver Stone et tout, où t'as, comment dire, ceux qui vont à la guerre du Vietnam et que ce mec-là, il insulte, on va dire, très fortement. J'ai plus le titre du film. Oui. Mais là, ouais, effectivement. Le Full Metal Jacket. Exactement, c'est Full Metal Jacket. Bien sûr. Donc, tu vois, donc c'était. J'avais pas jusqu'à cette hauteur-là, mais bon, tu sens que quand même que tu sens la discipline et la rigueur. Ah, mais là, ouais, t'as pas le choix. C'est que je sais, c'était en gros en mode, voilà, moi je vais vous apprendre. Si vous oubliez papa et maman ici maintenant, donc c'est voilà, maître quartier maître chef et tout ça et tout, donc c'était ça. C'était là tu te dis waouh, t'arrives comme ça, tu dis ah ouais d'accord, c'est génial. Et je savais pas, hein, on pouvait rentrer mineur à l'armée, dans la marine. J'avais une dérogation. Une dérogation. J'avais une dérogation donc parce que je rentrais en fait dans la 18e année. D'accord. Donc j'ai pu rentrer 6 mois avant en fait. Ok, donc c'est possible. Donc c'est possible. Moi, après, toujours aujourd'hui. Je sais plus parce que là maintenant ça fait vu que maintenant tu sais le service a été aboli, mais moi j'ai pas fait mon service militaire, j'étais engagé. C'est ça. Donc j'étais engagé, j'ai fait 3 ans, j'étais contrat de 3 ans. Contrat de 3 ans en fait, déjà. Marine nationale. Pour commencer. Et donc tu rentres à 17 ans. Donc
durant ces 3 ans? Tu vas en mer, qu'est-ce que... Ben, en fait, voilà, donc je suis après, donc je fais mes classes, 15 jours, et ensuite après, il y a tes affectations. Donc moi, je savais pas, j'avais le choix entre être à terre, être soit dans un sous-marin ou soit sur un bateau. Alors du coup, je dis non, si t'es dans la marine, il faut être sur un bateau, quoi. Donc j'étais sur un bateau, donc un patrouilleur, un P400 qui s'appelait l'Audacieuse. Et donc j'ai eu la chance effectivement donc d'être sur un petit bateau, c'est un bateau mais qui n'était pas très très grand, mais quand même il y avait du monde, on était plus d'une quarantaine de monde d'équipage. Et j'ai fait beaucoup de campagnes, donc toute l'Europe du Nord. Donc ça pouvait être du Danemark, l'Islande, Lettonie, Lituanie, l'Écosse. Donc c'est quoi? C'est du maintien de la paix? Il y a le maintien de la paix, police des mers, donc des exercices avec des autres marines. Et effectivement aussi de tout ce qui est des trucs de coopération, tout ça, des missions renforts et tout. Donc voilà. Tu rentres avec un grade de quoi? De matelot? Non, tu commences matelot. Tu commences matelot. Et moi, pendant mon engagement, j'ai terminé quartier maître chef. Donc t'as réussi à monter en grade franchement, durant les 3 ans. Ouais, durant les 3 ans, ouais. Bah, après, ce qui n'est pas évident pour tous les profils, pas tout le monde monte en grade à ce point-là. Pas évident, non. Pas évident parce que tu sais, quand tu bosses et tout, donc c'était... Mais en fait, cette période-là, c'était une période où j'ai vraiment appris vraiment ce que c'était d'être un homme, la collectivité, les valeurs, mais aussi des fois certaines difficultés où je pense qu'on en parlera comme le racisme et tout. Et vivre en confinement parce que tu es dans un bateau où c'est une micro-société. Tu partais 6 mois en mer et tout, donc souvent l'aspect familial et tout était pas forcément évident. À l'époque, j'étais pas marié ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand tu es en plein milieu de la mer, tu pars pendant, on va dire, 6 mois. Donc c'était des grosses missions. Oui, bien sûr. Après, tu partais 6 mois, mais après, tu restais 6 mois à terre. C'est quoi ton anecdote qui t'a le plus marqué en mer? L'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est que tu sais, bon, déjà d'une, j'étais dans un équipage où j'étais le seul. J'étais pas le seul black, il y en avait un qui était métis. Okay. Mais on va dire que j'étais le seul black en fait à bord, quoi. Sur combien de matelots? Enfin, combien de. On était une quarantaine dans l'équipage. Donc, du coup, il y avait ça. Donc, c'était un peu à double tranchant. Donc, du coup, une anecdote, t'en as plein. Comme celle où on part en mer du Nord et on allait vers l'Écosse. Et c'était trop bizarre parce que, à un moment donné, tu sais, quand t'avais des creux de 6 mètres et tout de haut, et la météo était vraiment pourrie. Mais quand c'est pourri, tu sais que tu as tous les collègues qui sont aguerris mais qui sont en train de vomir, ceux qui ont le mal de mer, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Après, tu peux être le plus gros. Mais c'est juste. Non, mais c'est clair que non. Quand la mer, ça pardonne pas. Et moi, j'ai eu cette chance. J'ai jamais été malade. C'est fou. J'ai jamais été malade, mais après, évidemment, quand tu es toujours en mouvement et tout ça et tout, donc c'est vrai qu'après, c'était bizarre. C'était bizarre. Ah ouais, donc quelque part, ça déconstruit aussi les préjugés et les stéréotypes. Non, je pense que quand tu peux être tout ce que tu veux, même en mer, on est. En mer, en mer, ça, on est. Quand t'es malade, t'es malade. Question peut-être bête et naïf, mais est-ce qu'il y a des tests de natation ou de. Oui, bien sûr. Lorsque vous êtes marin. Oui, pendant tes stages, pendant les stages et tout ça, oui, forcément, tu apprends à nager et tout ça, on te met dans des exercices ou de voie d'eau. Donc on simule, on va dire, une avarie sur le bateau et comment tu dois t'en sortir, etc. Et tout. Donc il faut pas non plus être claustro. Bon, ça c'est pour les sous-mariniers, mais bon, après, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais même en tant que. Vous êtes quand même en confinement dans des petits espaces réduits? Oui, quand on dort, on est dans ce qu'on appelle les bannettes. Donc c'est vraiment un truc où c'est très serré. Donc tu as des rangées, des voies de 3. Donc c'est juste, on va dire, ce qu'il faut. Et après, tu apprends la collectivité, tu apprends à vivre avec des personnes qui sont à même pas 1 mètre de toi, donc tu vois, c'est ça. Et l'hygiène, et donc en plus on est à la fin de la chute du mur de Berlin, donc en termes de contexte international et de paix, est-ce que toi tu as senti la géopolitique un peu dans ton engagement militaire et que ça avait un impact sur vos missions ou que... Il y avait moins, je pense, à cette époque, parce qu'on est dans la fin des années 90, donc d'accord, donc t'es quand même déjà 10 ans après. Ouais, début 2000 et tout, donc je pense que oui, on est dans une période où il y a vraiment le maintien de la paix, on le ressent en fait. Mais donc cela empêche qu'on continue l'exercice, à toujours être vigilant par rapport à beaucoup de choses. Mais pendant cette période-là, j'ai pas senti comme la période que nous vivons actuellement. Voilà. Mais tu te sens utile quand même. Ah oui, clairement, tu te sens utile. Mais clairement, parce que tu vois, c'est là où j'ai vraiment, et ça rejoint dont on va parler, mon engagement, où je commence à connaître un petit peu pourquoi je fais ce métier-là. Bien sûr. Donc tu finis donc ces 3 ans de service c'est pas le service que tu es engagé, tu as un contrat de 3 ans. Tu as l'opportunité de continuer dans la marine Oui, j'avais l'opportunité, mais après j'ai pas prolongé parce que je me suis dit tiens, d'abord je voulais, parce que tu sais c'est usant aussi parce sûr. Que tu vois c'était une période qui était pas forcément évidente et tout, je suis rentré jeune. Comme je te dis, j'étais confronté à certaines choses, mais au contraire, je suis reparti. Voilà, j'étais vraiment satisfait, j'étais vraiment content, et même les personnes
avec qui je m'entendais pas, m'ont tous fait une aide d'honneur en partant. Ah oui. Donc oui, non mais c'est pour ça que je te dis que c'était quelque chose de positif et tout, dans le sens où franchement, c'est une expérience qui à tous les jeunes, je T'as beaucoup appris dans la vie. Évidemment, c'est l'école de la vie en fait, l'armée. Après, de toute façon, l'armée de terre recrute, il y a tout. Voilà, il y a tout, les la gens marine, qui nous regardent ça, savent qu'il y a énormément. Allez-y, parce que je pense que c'est une belle. Et perdez pas le cap, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes dans nos opérations notamment, qui parce qu'ils ont passé le cap des 30 ans ne peuvent plus s'engager. Ouais. Et il y a beaucoup qui regrettent, qui disent mais si j'avais su avant. Après, il y a la réserve. C'est ça. Les réserves opérationnelles qui Exactement. se sont développées dans différents corps et tout, donc il faut y aller. C'est intéressant. Donc là, tu termines la Marine nationale. C'est quoi la suite de ton parcours? La suite, je me dis, tiens, je vais faire une année sabbatique. Je me dis, bon, tiens, je vais me reposer. Et ce fameux oncle qui revient, qui me dit, toi, je te vois bien dans la police. Tu vois, bon, ok. Donc du coup, voilà, il me donne. C'est quand même un sacré personnage dans ta vie. J'ai eu dans beaucoup parce Ouais. qu'en fait, si tu veux, là aussi, je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc voilà, je passe le concours. Donc c'est fou parce que c'est lui qui te dit, tu viens avec moi le samedi, tu vas aller au CIRFA. Du 12e, et c'est lui qui te dit maintenant tu vas dans la police. Ouais, voilà. Donc c'est fou quand même le rôle qu'il a dans, c'est ça. Et dans ton parcours. Je passe et tout, donc là on est 15 2000, et donc je le passe, et ensuite après je réussis. Donc je suis affecté à, je fais mon école à l'école de police de Vincennes. Donc tu rentres quoi, gardien de la paix? Il y en a pas ça. Et ensuite après, donc de là, je passe, donc je fais mon école, et ensuite je suis affecté sur le 11e arrondissement de Paris en police secours. Donc voilà, donc je fais quelques années là-bas. Ensuite après, je suis en brigade anticriminalité du 18e arrondissement. Pas facile. Ah ouais, c'était une belle expérience. Ensuite de là, après, donc c'était un tremplin pour aller au 36 quai des Orfèvres, donc à la brigade des stupes de Paris. Ah, tu passes du 18e au 36 quai des Orfèvres. Ouais. Dans le 18e, on est quand même sur un déjà dans une zone géographique quand même pas mal affectée. Ouais, par le stup. Et avec des difficultés quand même. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as ressenti cette confrontation où on t'a rappelé en tant que policier à tes origines? Bien sûr. C'est quelque chose que tu as vécu? C'est même que ce soit même avant, même sur le 18, quand j'étais sur 11 et tout, donc il y avait toujours cette problématique où quand tu intervenais, donc on te ramenait à ta couleur de peau. Okay. On t'indexait parce qu'on te traitait évidemment de, voilà, si je dois te dire les mots, on va dire qui sont assez crus, donc vendu, serpillère, traître, nègre de maison, voilà, mec à la solde des blancs, donc ce sont des choses qui revenaient très souvent, qui reviennent encore aujourd'hui. Mais moi, en fait, si tu veux, je comprenais pas, tu vois. J'étais vraiment en dehors de ça, parce que moi, tu sais, je me dis que quand tu vas servir les citoyens, tu te poses pas ce genre de questions, tu vois. T'es là. Et puis quelque part, toi, au final, dans tes opérations de maintien de l'ordre, tu t'occupes pour que la société aille mieux et que tu répares un peu. On essaye. Après, si tu veux, on n'est pas tributaire de. Il y a des histoires effectivement qui existent et tout, et je pense qu'il y a des blessures aussi qui sont là, mais pour autant, il faut aussi que les gens puissent faire la différence entre ceux qui sont là pour voilà, aider les citoyens au quotidien et ne pas non plus les ramener à leur couleur de peau. En fait, de ce qu'on se plaint, les gens le font aussi derrière, et c'est vrai qu'après, c'est une forme d'incohérence, quoi. Et moi, par rapport à ça, au départ, je comprenais pas, mais après, je me suis aguerri et j'ai avancé. Et t'avais demandé le 18e, c'était un choix? Oui, parce que je voulais aussi faire un travail de bac et tout, donc du coup, pour moi qui était intéressant, je l'ai fait. J'ai eu une belle expérience. Après, ça m'a donné comme tremplin le 36 quai des Orfèvres, donc le mythique. Bien sûr. Donc voilà, la brigade des stupes de Paris, donc c'était vraiment encore quelque chose de plus important. À l'issue de cela, donc je fais quelques années là-bas, et après je suis affecté au service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis, donc en tant qu'enquêteur, donc à la section enquête et recherche. Je m'occupais de tout ce qui était, généralement enlèvement, séquestration. Donc là, c'était où? C'était dans le 93 à Bobigny, donc ouais. on s'occupait de tout le 93, en police judiciaire. Donc tout ce qui était en investigation. Est-ce que c'est pas dur de passer du 36 au 9-3? Non. Non, c'est un passage et tout, et au contraire, là, tu es vraiment au cœur du réacteur aussi, parce que le 93, tout le département, voilà, c'est quelque chose de... je sais pas que c'est un terrain de jeu, mais bon... c'est une belle expérience, quoi. C'est quoi la plus grosse affaire du 36 sans rentrer dans les. Sans compromettre les secrets? Ou la PJ 93? Bon, les deux nous intéressent. Hein. Les deux. Bah écoute, alors j'ai plusieurs affaires, donc notamment on est intervenu une fois sur une affaire de viol d'une gamine qui est handicapée et qui avait une trachéotomie, donc évidemment très difficile de pouvoir identifier l'auteur parce que la victime ne pouvait pas crier et tout, donc l'essentiel c'est que ce qu'on a fait, ça a été un peu laborieux, mais on a trouvé l'auteur et ça a été
Difficile parce que souvent, voilà, quand tu attaques une personne vulnérable, comme ça, etc., donc du coup, c'est difficile. Donc pour essayer de comprendre déjà ce qu'elle a à te dire, donc il faut prendre vraiment beaucoup de pincettes, vraiment essayer de discuter, d'être dans l'empathie, comprendre aussi la victime. Et aussi te Un dire travail d'enquête. un travail d'enquête assez acharné. Donc, Au-delà du fast de voilà, quelque part le 36, derrière, c'est un vrai travail d'enquêteur. c'est un gros travail d'enquêteur. Et encore, je veux aussi rendre hommage aussi à ces femmes et hommes aussi qui, des fois qu'on ne voit pas, mais qui font un travail vraiment énorme, notamment en police judiciaire, en investigation, qui ne comptent pas leurs heures. Parce qu'il faut savoir que quand tu es en investigation, tu ne comptes pas tes heures. Parce que quand tu as une mission pour essayer de d'élucider une enquête qui, des fois, est une prise de tête difficile, ben, en fait, voilà, tu mets vraiment des fois comment dire, tellement d'investissement, même aussi au-delà même de ta propre famille. Tu as des familles aussi, des fois, qui sont cassées parce que tu as des collègues qui sont beaucoup, beaucoup investis par cela et je veux aussi leur rendre hommage, quoi. C'est important. Et ce média sert aussi à ça. Ouais. On a toujours voulu réhumaniser et montrer que derrière l'uniforme, il y a des parcours, des hommes et des femmes qui ont une famille, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas de suicide dans la police et voilà, c'est un fléau D'ailleurs, dans mon livre en fait que j'explique et tout, on en parlera, mais c'est un fléau aussi qui est quelque chose qu'on a encore du mal à endiguer, quoi. Parce que malheureusement, comme je dis souvent, nous la police, on est les éponges de la société. On éponge souvent ce que la société ne veut pas voir. Et après, il faut avoir cette capacité aussi d'essorer, de pouvoir essayer de vider ce que tu as, parce qu'on reste, comme tu l'as dit, des humains. Et c'est vrai que malheureusement, on a du mal encore à trouver des solutions face à ce fléau. C'est compliqué. Donc ça, c'est le 36. Qu'est-ce qui fait que tu vas dans le 9-3 et que le 36 s'arrête ? C'est une volonté d'aller ailleurs ? C'est une volonté d'aller ailleurs et tu sais, quand tu fais un cycle, tu sais, moi j'ai toujours été quelqu'un de cyclique en fait. Tous les 5-6 ans, je voulais changer. On dit l'amour dure 7 ans. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, voilà, c'est... 6e année. Ouais, 6e année, quand ça commence à avoir fait le tour de la question et bon, voilà, tu te renouvelles. Est-ce que c'est accepté par tes chefs ? Est-ce que c'est quelque chose non, mais il y a ce qu'on appelle des télégrammes et tout, donc de mutation. Donc s'il y a quelque chose qui te plaît, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a la chance aussi dans le métier, dans la police nationale, il y a environ plus de entre 150 et 180 métiers, quoi, tu vois. Donc du coup, tu as la possibilité de pouvoir muter. Si tu as la possibilité, si tu remplis les critères aussi du service en question, tu peux y aller. Ok, c'est quelque chose qui est possible. Mais donc, dans le dialogue avec la hiérarchie, c'est qu'à chaque fois tes changements de poste, c'est quelque chose qui se passe sans frustration et Non, mais moi en fait, pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis quelqu'un qui les gens connaissent mon parcours, les gens savent ce que j'ai fait. Je suis jamais parti en fait en mauvais termes en fait avec mes anciens chefs et tout, mon ancien service. C'est peut-être ce qui fait de manière humble ma qualité. Et parce que j'ai toujours su tirer le bon en fait de ce qu'il y avait derrière. Je dis pas que tu pourrais être copain avec tout le monde, voilà, etc. Mais je ne laisse pas l'occasion à d'autres de me reprocher certaines choses parce que j'ai essayé de faire mon travail du mieux que je peux. Donc tu arrives dans le 93, toujours dans les stupes ? Non, parce que je suis dans un service où maintenant je suis à la section enquête et recherche, donc tout ce qui est enquête générale. Donc du coup ça touche, comme je t'ai expliqué, beaucoup de choses, notamment des enlèvements, séquestrations, des homicides, du stup aussi, des vols de fret, vols fausse qualité. Et une particularité aussi pendant cette période-là, parce qu'en 2015, tu me parlais de choses marquantes et tout, donc je suis primo-intervenant avec mes collègues donc, au Stade de France, lors des attentats de novembre 2015. Ensuite, un peu plus loin, donc voilà, on était sur l'enquête. Donc moi je m'occupais du 3e djihadiste qui s'est explosé, pour ceux qui connaissent, au niveau du McDo, à côté du Formule 1. Il avait une ceinture explosive. Il avait une ceinture explosive et tout ça. Il y avait des gardes républicains qui étaient pas loin, non ? Il me semble. Non, il y avait en service ou hors service, non ? Il y avait des policiers. Tu sais, quand il y a un jour de match et tout ça, il y avait toujours des dispositifs de sécurité, mais à ce moment-là, non, ils n'étaient pas. C'était pas à côté, c'était fermé. Il y avait du valises. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'il a fait, il a dit, c'était il y avait des supporters une partie des supporters allemands qui étaient dehors et tout. Donc ensuite, tu avais aussi ceux qui vendent des goodies. Voilà, de l'équipe de France, et à ce moment-là ce qu'il a fait c'est qu'il s'est mis entre guillemets au plein milieu et il s'est explosé en fait, donc voilà. Mais il n'y a pas eu de mort, mais par contre des blessés graves parce qu'en fait la déflagration a fait que, comme étant donné que la bombe était chargée, c'était du TATP, la bombe était chargée de boulons, donc du coup si tu veux ça crée plus de dégâts, le blast et tout à toucher les personnes et donc à incruster des boulons dans la peau de certains. Et c'est vrai que là, oui, quand tu vois ça, tu te dis ah ouais, quand même, c'était fort. Et une petite anecdote aussi, c'est que j'avais, je sais pas, il est passé à la télé, et je l'avais auditionné, et c'était un gars qui était sauvé par son téléphone à ce moment-là, ouais. Donc il est passé sur la télé, et donc il est arrivé en retard, et
au moment d'appeler ses potes pour dire finalement qu'il y avait la deuxième explosion. Et au moment où il appelle ses potes, il met le téléphone au moment où il met le téléphone, et là, ça explose. Et si tu veux, un des boulons s'est logé dans son téléphone. Oh là 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 et il a été sauvé. Sinon, il aurait pu avoir le crâne explosé. C'est fou ça. Non. Donc vous êtes chargé de l'enquête, même si c'est un attentat terroriste, la PJ est... La PJ 93, en plus avec l'ASDAT dans la section antiterroriste, la DGSI, donc tous ces services de sécurité. En fait, tout le monde en fait était... parce que moi, j'étais pas au Bataclan. J'ai des copains qui étaient là-bas et tout, donc tu as vu, il y avait deux secteurs, Bataclan et Stade de France. Et les mêmes soirs. Voilà, donc moi j'étais côté... Et en plus une présence du président de la République dans l'enceinte du stade. Donc voilà. Ouais. Quelque chose qui a marqué nos esprits. On avait reçu des victimes policières, mais qui avaient un devoir de réserve lors de nos événements, notamment sur la rescapée du Stade de France. Donc, après, voilà, comme l'enquête elle est terminée, mais par contre le souvenir reste. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que tout policier ce soir-là se souvenait de ce qui s'est passé. Et je me dis que c'était une période qui a été assez difficile, mais je pense qu'on a fait le boulot dans le sens où il fallait retrouver ceux qui ont commis cela. Et après cela, tu as le film Novembre qui s'est inspiré de ce fait. Et après, je suis aussi sur l'assaut de Saint-Denis, avec le RAID. Donc du coup, c'est moi avec mes collègues à l'issue de l'assaut. On était dans l'escalier à ce moment-là, donc on ramasse les corps des deux djihadistes en fait, et de ce qu'il en reste, et aussi donc l'assaut de Saint-Denis, c'était l'appartement où ils étaient, où il y a le fameux Jawad, c'est ça, c'est le logeur quoi. Le logeur, c'est ça. Le logeur. Mais c'est dans cet appartement qu'il y a l'assaut. Et donc il y a dont le chien est mort et tout, donc le chien du raid. C'est ça. D'accord. Et donc moi je ramasse en fait avec mes collègues. On est à l'intérieur, écoute, scène de désolation, un étage qui s'est quasi affaissé, donc la celle qui les a aidés à les héberger, elle est écrasée par les débris. Ah oui. Abaoud qui lui, donc il a une partie de son visage qui est totalement enlevée. Le troisième djihadiste qui a touché la ceinture explosive, lui par contre, il reste plus rien parce qu'une partie de son crâne est retrouvée de l'autre côté de la rue. Wow. Donc, et pendant ce temps-là, tu as l'appartement qui manque aussi de s'écrouler. Donc moi, avec mes collègues, avec les collègues de la police scientifique et tout, donc il fallait retrouver à la fois des indices. Donc les indices, c'est donc les corps. On ramasse évidemment un corps. Moi, je ramasse un tronc, une bout de cervelle, etc. Donc les met dans les sacs et tout. Donc tu vois, toutes ces images, en fait, sont... c'était compilé parce que sur le moment, je suis tellement sur mon objectif, on se dit, c'est bon, on a trouvé. Là, c'est terminé, mais là, voilà, c'est là où il faut que tu aies cette capacité de pouvoir... être sûr de ce que tu fais, parce que c'est une situation où tu te dis quand même, ce sont des personnes, dont un des commanditaires des attaques du Bataclan, etc. Mais tu le vois maintenant en train de le ramasser entre guillemets à la petite cuillère, quoi. Bien sûr. Et est-ce que le soir tu arrives à faire la part des choses? Est-ce que tu te rends compte pendant ce temps-là que tu vis quand même quelque chose d'historique en France, parce que même s'il y a eu de nombreux attentats qui se sont succédés, le père Hamel, l'hypercacher, etc. Est-ce que toi tu te rends compte de toute la ferveur médiatique, parce que je pense que on a vu toutes ces caméras de tous les médias arriver. Est-ce que tu sens que tu es au cœur quand même d'un événement historique en France? Tu sais, je pense que tout policier que nous sommes à ce moment-là, qui était là ce jour-là, sur ces événements, sur ces secteurs, je pense qu'on ne se posait pas la question de l'aspect médiatique. Tu sais, on était tous habités par notre mission de retrouver ceux qui ont fait ça, d'essayer de sauver des vies aussi, et de faire en sorte que justement, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres aussi attentats derrière. Donc moi, de manière humble et tout, donc je dis évidemment à ma propre personne, à un moment donné, tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu es habité par ta mission et tu y vas, et voilà. C'est après que quand tu as ta zone, on va dire, de décompression, tu sais que c'est fini, tu rentres, ton premier réflexe, c'est retrouver tes enfants. Et si t'abrutir devant... Parce qu'entre-temps, t'as fondé une famille. Ouais, exactement. Voilà. Donc, du coup, première chose que tu fais, c'est que pendant les 15 jours qu'il y a eu... Ils avaient quel âge à l'époque, tes enfants? Ils étaient petits, donc j'avais mes filles qui avaient... En bas âge. En bas âge et tout, donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu rentres, écoute, la première chose que tu fais, évidemment, c'est pas mettre tes chaînes info, mais tu vas t'abrutir devant la maison de Mickey ou un dessin animé, parce que voilà. Et t'as besoin aussi de couper. Ouais. Et puis voilà, femme-enfant, de pouvoir gérer ça. Je pense que c'était ma thérapie, parce que j'ai pas eu de rétex, on va dire, psy derrière, tu vois. Okay. J'en ai pas eu parce que si, il y a eu un mail comme quoi que si vous avez besoin, donc vous pouvez solliciter
les services de psychologie de la préfecture de police de Paris, enfin. Ouais, mais moi après, voilà, je pense pas que j'ai eu ce besoin. Peut-être d'autres collègues, malheureusement, en ont eu le besoin. Il y en a qui ont été vraiment traumatisés. Moi, après, j'ai pas eu ce besoin. Peut-être, sûrement, de me dire que, voilà, je viens, c'est fini. Et maintenant, voilà, je vais passer à autre chose. Est-ce que quelque part, c'est pas ton parcours, le Mali, la Marine nationale, un peu tout ce que tu as vécu qui t'a permis de surmonter quelque part ces épreuves? Peut-être, je pense que cette capacité de prendre du recul, cette capacité de me dire que, bah, il y a des choses graves, mais bon, la vie continue malgré tout. Et que c'est aussi de cette forme de résilience, en fait. Peut-être aussi dû aussi à mon éducation à l'africaine, parce que tu sais, quand on est face à la mort, en fait, on a une... Personne n'arrive à pouvoir absorber quand tu vois la mort en face. Mais après, il faut savoir prendre du recul dans certaines situations et te dire que si c'était cet instant-là, c'est que c'était peut-être voulu, cet instant. Donc à toi de faire la capacité, pas beaucoup de personnes ont cette capacité de l'avoir, mais d'avoir cette capacité d'absorber, d'avoir ton moment de tristesse, mais après, hop, de repartir. Et puis tu as aussi ce cycle de 4 à 6 ans à chaque fois, qui te permet aussi peut-être de laisser le passé de côté et de recommencer un peu comme une page blanche. Bien sûr, c'est pour ça que quand on est cyclique, bah, tu sais que voilà, tu as ces expériences-là, donc du coup, tu passes à autre chose. Et c'est vrai que moi, j'ai cette période-là, oui, c'était une période qui était difficile pour tout policier. Mais après, voilà, et ceux qui sont passés cela, bah, ça a été une expérience pour eux. Bien sûr. Donc là, tu termines cet épisode. Quand tu disais que tu as réussi aussi quelque part à mettre de côté ces épisodes et que la boucle soit bouclée, est-ce que c'est toi, le fait de les avoir arrêtés, d'avoir vu le temps judiciaire passer, est-ce que tu as eu un petit peu, toi, Alors, tu n'étais pas la victime dans tout ça, mais tu as quand même participé et tu as vécu quand même des choses, même si toi, tu n'as pas eu un choc post-traumatique, tu as quand même des images qui restent. Il y a beaucoup de policiers qui ont des chocs post-traumatiques après ça. Hein. Est-ce que dans ces collègues, si toi, tu n'étais pas directement concerné, est-ce que le procès et le temps judiciaire a aidé quelque part à passer à une autre étape de leur vie? Je sais pas, tu sais, parce que malheureusement, tu sais, ce genre de choses, on n'oublie jamais. Hein. Bien sûr. Tu vas plus y penser parce que, voilà, dans la tête de l'humain, des choses s'oublient. Enfin, sur le moment, mais après, dès que tu vois, quand tu vas à la télé, il y a les commémorations, tu vois. Ça renaît. Voilà, moi, quand j'étais aux commémorations des 10 ans des attaques de Charlie, voilà, j'ai un collègue, un pote aussi que je connaissais, Ahmed Merabet, qui lui a été lâchement assassiné. Oui. Donc j'ai même, voilà, c'était sur le 11e arrondissement, là où j'ai débuté. Donc tu vois, ça avait toute une symbolique et c'est vrai que derrière, bah, tu n'oublies pas forcément, ça te remémore, parce que l'humain est comme ça, il se remémore toujours certaines situations. Mais j'ai envie de te dire, la vie continue, c'est un épisode, et justement le but c'est de se dire qu'il faut faire en sorte, d'où notre métier, d'essayer de protéger tous les citoyens, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Oui, c'est sûr, c'est évident. Donc tu arrives à passer cette étape quelque part des attentats. Quelle est la suite un petit peu? Comment tu arrives à... Est-ce que le temps médiatique pour toi et le rayonnement médiatique commence maintenant ou il vient un petit peu après? Il vient après parce que c'est tout bête en fait, parce que donc 2 ans après, donc je demande à un autre service parce que je suis dans mon cycle. Donc je suis à la coopération internationale et sécurité, donc à la sécurité diplomatique. Et là, à ce moment-là, j'ai un peu plus de temps. Donc je suis moins maintenant, on va dire, sur la délinquance du quotidien, sur l'investigation. Donc je suis plus, on va dire, à la diplomatie et plus à l'international. Et là, voilà, c'est tout bête en fait. Mon côté médiatique est arrivé. Je suis fan de l'émission Les Grandes Gueules d'RMC. Donc j'appelais souvent le 32-16 et tout pour, comment dire, parler des sujets de sécurité et tout ça. Donc au fur et à mesure, je me fais remarquer. Donc ils m'ont invité une fois donc à passer en plateau donc pour parler des difficultés du métier de policier. Et de là, tu as Stéphane Simon, à qui je salue, qui était l'ancien producteur en fait de Thierry Ardisson, donc dans l'émission Salut les Terriens. Je connaissais pas cette émission, donc il me dit ouais Abdoulaye, je t'ai remarqué, j'aimerais bien que tu participes à cette émission, voilà, pour parler du métier de policier et tout ça. Donc je lui dis oui, donc je fais une demande parce qu'évidemment on peut pas aller dans des émissions de télé comme ça. Donc là, à ce moment-là, tu es affecté, donc tu dis la diplomatie, c'est quoi? C'est la sécurité, voilà. Sécurité des hautes personnalités. Même pas des hautes personnalités, des personnalités, on va dire, étrangères, des policiers, qui viennent en France justement pour voir un peu comment fonctionne notre police. Donc, toujours fonctionnaire de police, mais en charge de ces... de la protection de ces gens, de l'accompagnement de ces personnes-là. Donc ça peut être des ministres étrangers, ça peut être des directeurs de police étrangers, donc voilà. Et aussi, on fait de la coopération institutionnelle et opérationnelle. Donc ça vient, et à ce moment-là, tu as, pour rapport à l'aspect médiatique,
J'y vais, donc je vais dans cette émission, donc je suis... après, tu sais comment c'était une émission qui était un peu bad buzz, on va dire. Donc c'était policier, V6 de voyous. Déjà. Alors, Avec Ardisson ou, Ah oui, avec Ardisson. Avec Ardisson, Laurent Baffy. Il y avait Yann Moix que je connaissais pas. T'avais un gars du comité Adama. Et t'avais... Adama, donc tout ce qui est violence policière. Exactement, c'est ça. Leitmotiv, on va dire. C'est ça. Ensuite, après, tu avais... Falik Ploquin, qui venait présenter son livre La peur doit changer de camp. Ça, c'était ta première émission. Ma première émission, ouais. Vraiment ma première émission. Diffusée sur Canal+ en clair. C'était en clair. Ouais. C'était en clair, donc c'était en 2017-18, je crois. Et à ce moment-là, bon, ben voilà. Et aussi, il y avait Maggie Bukuski, donc ma collègue qui, elle, se suicide quelques temps après. Et donc voilà, donc après, bon, question, tu sais, voilà, l'émission se passe, et à ce moment-là, il y a Yann Moix qui se met en mode, oui, de toute façon, on sait très bien que vous, les policiers, quand vous rentrez dans les quartiers, vous chiez dans votre froc, et moi, j'ai été témoin de violence et tout, donc voilà, donc au lieu de venir chouiner à longueur de journée sur les plateaux, donc pensez aux victimes, et donc moi, si tu veux, dans ma tête, ils te sont attaqués, quoi. De un, je me sens attaqué, de deux, j'oublie totalement qu'en fait, on est dans une émission en direct, etc. Enfin, je sais pas si c'était en direct, je sais plus. Ouais. Mais j'oublie totalement, en fait. Et là, à ce moment-là, je dis, mais je commence à voir noir. Je dis, et là, je l'attaque. Je dis, mais attendez, mais vous, déjà d'une, c'est scandaleux ce que vous dites, en fait. C'est scandaleux parce que, est-ce que vous pensez à tous les policiers qui rentrent dans les quartiers, vous pensez qu'ils sont accueillis comment ? Vous avez des policiers qui sont attaqués, qui sont accueillis avec des frigos, avec des micro-ondes, etc., etc. Donc, je lui dis, tout ce que vous dites, de toute façon, c'est scandaleux et c'est hors sol. J'ai dû déposer même ce terme parce que tout le monde après l'a repris. Ouais. Et je dis hors sol, et à ce moment-là, dès le lendemain, et c'est là tout d'un coup, alors moi, l'émission était terminée, salut, voilà. Et les gens m'applaudissent et tout, bravo, je reçois des appels de partout, on me dit ouais, franchement, bravo, ce que t'as fait, merci de nous avoir défendus et tout. Et l'administration, donc t'as autorisé à aller sur ce plateau. Est-ce que derrière, ça leur a convenu ou Au départ, en fait, je pensais pas quand ils ont vu ma prestation, de facto, en fait, ça leur a convenu, mais bon, ils s'y attendaient pas, en fait. Et en plus, c'est quelque part, dans la police, quand t'es policier, il faut être syndicaliste ou il faut... Exactement. Mais en fait, si tu veux, j'ai cassé en fait, les codes en fait, de la communication police. Ouais. Et c'est ça, en fait, les gens se sont étonnés. Ils ont dit, mais attends, normalement, le policier est astreint au devoir de réserve, etc. Et comme je dis, il y a de la place pour les syndiqués. Moi, je viens prendre la place de personne. Je viens avec ma mentalité. Donc ça crée des jalousies quelque part. Parce que Évidemment. Il y a une bataille d'élection, il y a les syndicats, il y a de l'argent en jeu. Évidemment, mais moi, je suis pas dans ça, en fait. Moi, je suis pas dans ça parce que, tu vois, comme je dis souvent, des syndicats, il en faut. Il faut aussi plein de choses et tout. Il faut plein de... Tout le monde a la place, tu vois. Moi, j'arrive parce que j'arrive avec ma sincérité, mon honnêteté. Et donc, voilà. Et je suis là pour défendre, effectivement, mon taf, ma corporation, et essayer de me dire des choses vraies, quoi. Envers des inepties qui sont des fois balancées dans les médias. Donc, et je pense qu'il y a eu un tournant, si tu regardes bien ces dernières années, il y a eu un gros tournant, en fait, sur le discours anti-flic. Oui. Et je pense que, de manière humble, je pense qu'on est un petit peu les pionniers par rapport à ça. Parce qu'il fallait aussi montrer nos actions pour être mieux compris. Donc de ce premier plateau, donc on est encore en 2018. Ouais, c'est ça environ, ouais. L'administration, c'est quoi la procédure à qui tu t'adresses pour savoir si t'as le droit d'aller en plateau ? C'était toujours à ma hiérarchie, donc tu fais un rapport. Donc c'était hiérarchie directe, c'était hiérarchie... qui dit oui ou non. Et après, donc je le fais. Et... Donc t'as des oui écrits qui te disent vous êtes autorisé à aller en plateau. Systématiquement, ouais, je faisais ça. Et après, bon, vu que je prenais une certaine aura, etc. et tout, donc je me fais remarquer, on me dit ouais, mais toi, j'avais pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc je commence par Twitter, et ensuite après, là, tout d'un coup... Donc ça, pareil, il faut leur demander ou... Non, non. Tu peux y mais aller. après, c'est pour ça qu'il y a eu, on va dire, d'évolution, parce que c'est vrai que quand tu t'affiches en tant que policier, en tant qu'Abdoulaye Kanté, normalement, voilà, tu parles un petit peu au nom de l'administration, mais l'administration, c'était un peu comme Mission Impossible. On vous connaît, on sait ce que vous faites, mais par contre, le jour où ça se passe mal, on vous loupera pas. Ouais. Donc c'est logique aussi, parce que je suis soumis à une déontologie, donc à devoir de réserve, parce que les gens me disent ouais, mais bon, mais je parle pas d'affaires en cours, je dénigre pas mon administration, donc je suis toujours dans les clous. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc tu es dans les clous, tu es jalousé quand même en interne, donc quelque part ta propre famille, quelque part tu sens un peu des réticences. Ouais, pas tous. Pas tous. Tu as quand même des bons échos. Ouais. Comment on peut revenir le lendemain ? Alors, bon, c'est vrai que tu étais dans un travail diplomatique où tu n'es pas, on va dire, pas très confronté. Contact direct. Ouais, direct. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où tu te dis, je suis vu comme un politique, je peux peut-être pas protéger un politique, tu vois. C'est ça, mais après, voilà. Je raccourcis. Ouais, bien sûr, mais non, justement, on me disait, ouais, mais pourquoi tu fais pas de la politique et tout, mais moi, ça m'a jamais intéressé, en fait. C'est que je laisse aux gens, aux pros de la politique faire leur boulot, moi, je sais pas faire.
Ok. Donc du coup, c'est vrai que peut-être les gens peuvent dire oui tiens mais t'as un discours politique. J'ai pas de discours politique, je m'en rends pas compte moi en fait. Et c'est pour ça que les gens me disaient oui tiens tu es affilié à tel parti politique etc. Mais je leur pose toujours la question je leur dis mais est-ce que vous êtes capable de me donner mon appartenance politique? Et aujourd'hui tout le monde dit ouais mais on pense que bah non je te demande est-ce que tu sais à qui j'appartiens? Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans le sens où quand je m'expose, m'exprime, c'est évidemment au nom d'une institution qui est transpartisane. Et est-ce que tu ressens que notamment les syndicats, parce que c'est un peu eux qui ont ta parole au départ, nous on a eu beaucoup de remises solidaires dans les commissariats, on était au contact des syndicats, et c'est vrai que c'est un peu eux normalement la voie par laquelle il faut passer. Est-ce que eux ils ont essayé de te recruter? Est-ce que tu as senti des... Oui, il y a eu eux ils ont essayé de me recruter, et d'autres qui m'ont mis des pots de banane, on va dire, sur ce parcours-là, etc. Mais après, comme je te dis, c'est un peu le jeu, tu vois. Moi, j'en veux à personne parce que tout le monde veut avoir sa place, et moi, comme je dis toujours, je prends la place à personne. Ouais. J'ai pas fait de média training, tu vois. Je sais pas, moi, quand j'arrive dans un média, je m'exprime de manière sincère. J'essaye au moins d'apporter de la nuance, un discours équilibré, et aussi faire beaucoup de pédagogie, tu vois. Ouais. Donc c'est ça pourquoi il y a eu un attrait, on va dire, médiatique sur moi. Donc après, tu sais, faut savoir aussi que quand tu es dans les médias, c'est vrai que pour ton orgueil, c'est bien, on te encense et tout ça, etc. Mais n'oublie pas aussi que tu restes quand même policier. Il faut aussi avoir les pieds sur terre, parce qu'il ne faut pas non plus que ces médias te montent à la tête. Moi, c'est pour ça que je suis toujours resté à ma place, toujours constant, et savoir dire non aussi au bon moment. Est-ce que tu as eu un moment donné où tu t'es dit la police c'est pas fait pour moi, il faut peut-être que je change de métier, que je me réinvente et que j'aille ailleurs? Non, très sincèrement non, parce que j'ai eu mes périodes de doute, évidemment, parce que je suis un humain. Mais en fait, non, parce que je me dis qu'il y a tellement cette utilité du métier, notamment, et malgré les difficultés, parce qu'évidemment, je ne vais pas dire, la police, forcément, elle n'est pas parfaite, mais voilà, quand tu regardes que la grande majorité des personnes nous soutiennent, donc derrière, il suffit juste leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, parce que certains, il y a une majorité silencieuse. Et des fois, cette majorité silencieuse a besoin aussi d'être entendue. Il y a évidemment la minorité bruyante, mais la majorité silencieuse, elle est là, donc c'est pour eux aussi qu'on bosse. Bien sûr. Et même aussi pour la minorité bruyante qui nous déteste. Aussi. Et est-ce que tu as eu l'impression d'arriver à changer même un seul avis et d'avoir des retours de personnes qui t'écoutaient en plateau ou via les différentes plateformes et les réseaux sociaux en se disant ok, tu m'as fait ouvrir les yeux sur ça, ou ton regard m'a permis de changer un peu mon avis sur la police ou l'uniforme? Oui, je te le dis oui, très sincèrement oui, et sans te mentir, c'est que moi, généralement, quand je vais dans des endroits qui sont assez hostiles à la police, parce que moi, ça m'intéresse pas d'aller dans un endroit où tout le monde est acquis à la police. Il faut aller parler à ceux qui ne connaissent pas, qui détestent, et si peut-être aussi leur dire, mais déjà d'une pourquoi. J'ai un vrai policier face à vous, qui n'a pas peur, qui s'affiche, maintenant, voilà, on peut discuter maintenant. Qu'est-ce que tu reproches? Évidemment, ils vont te dire tout ce qu'ils te reprochent, des diatribes qu'on entend d'habitude, et quand tu leur apportes la contradiction, ils disent, ouais, mais en effet. Donc, sur peut-être une assemblée de 50 personnes, si tu arrives à convaincre, on va dire, 2, pour moi, c'est une grande victoire. Donc, ces interventions en milieu scolaire ou en association, c'est à partir de quand que tu as commencé à être sollicité ou à y aller? Ouais, ça a été là, peut-être 3-4 ans après. Okay. C'est à ce moment-là où je accompagnais avec mon compère à Boulbouilly, donc tu connais, avec une association où on sillonne la France, on fait plus de 200 interventions par an dans les dialogues police-jeunesse. Donc le but Abel qui va venir au micro d'ailleurs. Oui, tous unis qui va venir en plateau en juin. À qui je dois beaucoup et tout, et que si tu veux, on a fait en sorte de mettre ce concept où il fallait aller au cœur des endroits où la République est absente. Et pourtant, la République était absente dans certains endroits, parce que si tu veux, tu as des endroits où on avait du mal à parler avec ces jeunes qui ne connaissent pas les institutions, qui sont dans du narcotrafic, la prostitution des mineurs, donc dans tout ce de délinquance. Et quand tu vas les voir et que tu les écoutes, t'es confronté à eux, c'est sport, mais à la fin, ils sont frustrés, ils disent « Ouais, mais pourquoi vous partez maintenant on discutait bien et tout. » Ben voilà. Et ça, déjà, ça participe au fait que, la police aussi, on leur explique pourquoi on est là, et que même si on n'est pas d'accord, mais voilà, sachez que nous sommes là. Donc les préjugés qui reviennent le plus, c'est quoi? C'est violences policières. Les violences policières, donc le racisme dans la police, ce sont des cow-boys, donc voilà, l'injustice, alors ça c'est pas nous, mais bon, l'injustice, et une forme d'impunité, donc tous ces mots qui viennent souvent, et vous tuez les gens pour rien, donc je caricature, mais c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est souvent ça. C'est eux qui caricaturent. Enfin, c'est ceux qui ouais, c'est ça. Donc, du coup, il faut avoir une réponse par rapport à cela. Il faut essayer de leur expliquer, prendre le temps. Des fois, c'est pas facile parce que, et tu sais, aujourd'hui, maintenant, la plupart de ces gamins sont biberonnés aux réseaux sociaux. La génération TikTok, j'appelle ça. Donc, il y a tout et n'importe quoi. Et quand tu essaies de venir et que quelqu'un du terrain, quelqu'un qui est dans la vraie vie, leur explique les choses, là, à ce moment-là, ils se disent ah ouais, d'accord, ok, en effet, c'est fastidieux. Mais pour moi, c'est motivant parce que je me dis, oui, voilà, mais pourtant, je suis pas payé, moi, pour faire ça. Bien sûr, en plus. Moi, je suis bénévole. Donc et en plus, souvent sur tes jours un peu off ou sur mes jours où je peux me dire, tiens, je peux passer avec la famille et tout ça, mais parce que derrière. Et la famille, les enfants pensent. Est-ce que tu arrives à. Parce que c'est quand même beaucoup de concessions sur le temps, et est-ce que c'est quelque chose qui est accepté, qui est dur à faire accepter dans la famille ? C'est pas que c'est dur, mais après, il y a toujours, on va dire, une notion de peur parce que, tu sais, je suis quelqu'un d'exposé, je suis un des seuls policiers en dehors des syndicalistes et tout ça, d'être exposé. Tu n'es pas protégé en plus forcément par le syndicat. T'as l'administration qui te laisse, qui est bienveillante, qui est du moins qui tolère. Voilà, qui tolère, ouais. Qui accepte jusqu'à ce que tu franchisses pas la ligne. Exactement. Tu t'as un peu les exactement, ouais. T'es observé. Je suis observé. Voilà. Mais après, c'est comment dire. Je suis constant en fait dans mes prises de position et tout. Et derrière, concernant, je protège beaucoup ma famille en fait, parce que. Mais si elle te protège aussi. Ou pas. C'est mon leitmotiv. Voilà. Ma famille, c'est un peu mon leitmotiv. Et est-ce qu'il est arrivé, sans rentrer dans tes détails personnels, mais que quelqu'un de ta famille te dise maintenant stop, faut que t'arrêtes ? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a eu des moments où quand il y a eu des épisodes qui étaient assez chauds, donc voilà, ou par exemple sur l'épisode de Naël, sur certaines violences qu'il y a eu, ou bien des événements, etc., et qui commençaient à prendre des proportions médiatiques et tout ça, et que quand j'étais exposé, quand j'allais sur le terrain et dessus, donc c'est vrai que oui, il y a eu cette peur. Je me suis posé la question. Je me suis dit oui, mais le but effectivement, c'est que faut pas que je me cache parce que derrière, il faut qu'on essaie d'expliquer aux gens en fait quel est notre métier, pourquoi on fait cela et pourquoi on se protège, pourquoi on protège. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit peut-être que je peux plus prendre les transports, peut-être que je dois changer mon mode de vie, je dois changer mon. Non, je me suis jamais posé la question. En fait, je suis tout le temps armé, donc parce que bon voilà, depuis les attentats, donc ça a toujours été le cas. Et derrière, je suis quelqu'un. Mais bizarrement, tu vois que oui, t'es insulté, menacé à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut être vigilant, mais j'ai beaucoup de bienveillance en fait. Au contraire. Dans la vraie vie, voilà. Dans la vraie vie, franchement, on me reconnaît et tout ça, donc ils prennent des photos avec moi, qui sont bienveillants, qui discutent. Il y en a qui, même quand ils sont pas d'accord avec moi, ils disent ouais, j'étais pas d'accord avec vous et tout, mais franchement, en vrai, voilà, je comprends mieux votre discours et tout, parce que tu sais très bien, tu connais, hein, quand t'es dans un. Des fois, tu passes dans les médias, des fois, t'as pas forcément le temps de bien expliquer certaines choses, et quand tu prends le temps de discuter avec certains, ils disent ah oui, finalement, non, j'ai beaucoup de bienveillance. C'est aussi pour ça qu'on a voulu un format long sur le podcast. Exactement. Parce que comme on n'a pas le temps, alors que ça va contre tout. Aujourd'hui, on est le monde de l'instantané, des stories de 14 secondes, des algorithmes, et on voit d'ailleurs que ces formats reprennent fort, parce qu'on a le temps d'expliquer et de prendre le temps. Voilà. Quel est le témoignage, toi, qui lors de tes interventions extrascolaires ou durant le temps scolaire, qui t'a le plus touché ? Est-ce que t'as un élève ou une élève qui... Oui, j'ai eu, mais c'est même pas un élève. Je suis parti dans une structure associative et tout qui, c'était dans une association dans un quartier dans l'Oise et tout qui était assez paumé, vraiment où il y a de la délinquance, du trafic, enfin bref, tout ce que tu peux imaginer. Donc là, à ce moment-là, je fais ma conf et tout avec la centaine de jeunes présents, donc animés au départ, donc vraiment assez anti-flic et tout. Bon, bref, les 2 heures passent, donc c'était vraiment 2 heures, c'était assez fort. Et à l'issue de ça, donc t'as un gars qui avait on va dire habillé comme un chouf, tu sais, voilà, avec la banane et tout, donc casquette, capuche, vraiment le mec, tu dis bon ça, et lui il est là pour, il est là, c'est un charbonneur. Et à ce moment-là, je finis, tu vois, il vient m'alplaguer, il me dit ouais monsieur Kanté, franchement bien, hein. Comme ça il me fait, je dis ah ouais, t'as aimé? Ouais, franchement bien, au départ je vous aimais pas, d'ailleurs je vous insultais des fois sur les réseaux sociaux, bah tu sais, il y a tellement que je vois même, je fais pas attention. Ouais, d'accord, et là maintenant tu dis franchement non, franchement j'ai bien aimé votre discours et tout. J'ai dit toi alors, bon après je discute, je dis toi tu veux faire quoi toi? Il y avait quoi, 18 ans, 19 ans? Je lui dis ouais, il se rapproche comme ça, il se cache, il vient me voir, il me fait ouais, je vais être comédien. Ah ben c'est bien et tout ça, je dis comédien, oui j'ai envie de ressembler à Omar Sy et Saïd Taghmaoui qui sont à Hollywood. Ah, je dis bah, c'est bien, tu fais quoi? En fait je veux dire voilà, là il commence à se confier, je me cache en fait pour faire des castings.
Il se cachait pour faire des castings et tout. Il fait du théâtre aussi. Voilà. Et quand il a commencé à parler de ça à sa famille, bah, je lui ai dit, bah, t'en as parlé à ta famille? Il me dit, non, ils veulent pas. Je dis, pourquoi? Ils me disent, ouais, tu connais, c'est le poids des cultures, la religion, le quartier, et aussi la famille pense que c'est un métier de PD. Ouais. Donc voilà, c'est assez fort ce que je dis. Pardon. Les préjugés, non, de toute façon, donc voilà, donc je dis, ah ouais. Ça aide à combattre les haines de parler avec des mots francs. Exactement. Donc, et c'est les insultes qu'il recevait, c'est la réalité, c'est le réel. C'est ça, c'est la réalité. Donc à ce moment-là, je le prends comme ça, en tant qu'adieu, je lui dis, est-ce que tu rêves de faire ce métier? Il me dit, ouais, franchement, oui. Alors j'ai dit, tu sais quoi? N'accepte jamais que quelqu'un te vole tes rêves. Ouais, jamais. C'est toi seul qui va te construire. Donc si tu réussis, tu te dois que c'est que à toi-même et personne d'autre. Donc moi je dis vas-y fonce. Et ça m'a marqué parce que quand tu vois son apparence, bah, tu te dis mais laisse tomber. Et quand il te dit ça te touche parce que tu te dis ah ouais quand même. Parce que moi j'ai dit souvent dans les quartiers, tu vois, souvent ils sont stigmatisés parce qu'effectivement il y a de la violence, il y a de la délinquance et tout, mais il y a aussi des pépites aussi derrière. Mais il suffit juste aussi peut-être d'aller les voir. Et aussi peut-être d'aller sortir le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu risques d'être très surpris. Bien sûr. Et même certains, dans mon livre, parce que voilà, j'ai écrit un livre aussi, et voilà, des gens que j'ai mis en lumière, des personnes qui me contactaient, qui n'osaient pas, et aujourd'hui, qui sont dans nos rangs, et qui ont voilà, des bons postes et tout, donc voilà. Et ça, c'est, quand tu es un facteur d'identification pour certains, ça a son importance en fait. Est-ce que t'en as qui t'ont dit qu'ils allaient rejoindre la police ou qui c'était un de leurs projets ou c'est pas forcément ce que tu rencontres en... C'est beaucoup. En fait, contrairement à ce que je pensais, c'est que c'est à travers les réseaux sociaux où je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent merci. Merci de nous avoir donné l'envie, de nous donner l'envie de venir dans ce métier. Tu vois, je suis pas un recruteur, je suis pas payé pour ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu vois, ils voient quelqu'un comme moi qui essaie d'incarner quelque chose, pour eux, ça leur donne la motivation. Ils disent, tiens, ah ouais, mais merci. Et ils m'envoient, ils me disent, ouais, je savais pas. Et j'en suis, maintenant, j'ai fait une forme de mentorat. C'est-à-dire qu'il y a plein que je suis depuis le début où ils ont commencé à mettre leur dossier en tant que gardien de la paix. Aujourd'hui, il y en a qui m'appellent, qui m'envoient des photos en uniforme et tout ça. Et c'est une fierté. La réussite. Et oui, voilà. Et c'est pas que au niveau métier policier, mais dans tout métier, en fait. Je me dis que il faut... Quand on parle du plafond de verre, c'est bien, il faut le casser, mais il faut aussi aller au-delà de ce plafond de verre, te dire que tiens, voilà, je vais pas m'arrêter à cela. Évidemment, il y a des difficultés, des discriminations qui sont réelles, il y a cette problématique où à l'embauche et tout ça qui sont réelles, mais j'ai envie de te dire, tu sais, la vie c'est un couloir. Forcément, il y aura des portes qui seront fermées, mais forcément, il y en a une qui va s'ouvrir. Si tu y crois. Et est-ce que tu vois pas quelque part le regard de l'administration qui était peut-être un peu réticente, qui a un peu changé sur toi, qui dit bon, Abdoulaye il fait le job? Écoute, tu sais, tu forces un peu les choses. Tu forces un peu les choses parce que je me suis dit que moi, c'est vraiment, j'ai fait un peu le kamikaze. Au départ, je me suis dit, je vais me faire pulvériser, mais je suis y allé quand même. Ouais, et aujourd'hui, j'ai imposé, on va dire, quelque chose. Aujourd'hui, ma légitimité, tu vois, je la dois à personne sauf à moi-même. Et c'est pour ça que j'ai une petite anecdote, encore une fois, parce qu'on est entre nous. Donc, voilà. Un jour, t'as le directeur de communication de police qui me convoque et tout, donc je dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a un entretien avec le directeur général de la police nationale à l'époque, qui me dit, je vois froid et tout ça, je dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Il va me pourrir. Ouais, monsieur Kanté, vous me faites chier, mais j'aime bien ce que vous faites. Donc que vous vouliez ou non, donc il y a la parole évidemment institutionnelle, il y a la parole des syndicats, et il y a la parole d'Abdoulaye Kanté maintenant. Donc vous êtes devenu une personnalité publique, mais effectivement, il faut que voilà, vous protégez, évidemment des conseils bienveillants, parce que c'est vrai que quand tu es dans la sphère médiatique, c'est pas facile, parce que des fois tu peux te tromper, tu peux te louper. Donc évidemment beaucoup de bienveillance, mais aussi te dire attention, on te surveille. Et c'est là où je me suis dit, écoute, ouais, en effet, il faut faire attention. Je dis pas oui à tous les médias, donc des fois je dis oui, mais je raréfie ma parole de temps en temps. Mais quand je sors, écoute, voilà, c'est remarqué, donc voilà. C'est important, c'est bien. Donc tu as quand même quelque part... une part d'autodidacte en toi où tu as réussi sans forcément d'accompagnement de boîte de com ou non, jamais. Voilà, j'ai pas fait de média training, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais, exactement. De trucs de média training, j'ai jamais fait ça. Donc c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure, j'ai appris. L'école de la vie. L'école de la vie, je me suis aussi peut-être des fois trompé sur les interviews, etc. Mais au fur et à mesure, tu sais, t'apprends et tu prends de la confiance en toi et après, tu te fais remarquer. Et donc, moi, je trouve ça bien. Et j'invite aussi vraiment à ceux qui, dans d'autres secteurs, de pouvoir essayer de faire la même chose et de se dire que oui, si lui il l'a fait, pourquoi pas moi. Et donc tu as été approché par un éditeur, comment s'est fait l'écriture d'un... Ah là, ça c'était l'éditeur en fait... Parce que tu as écrit un livre, donc on le mettra, on l'affichera
sur les écrans. Ouais, mais l'éditeur, en fait, si tu veux, m'a bien saoulé au départ. Parce que moi, j'ai dit, j'avais pas l'âme d'un écrivain. Au départ, je lui ai dit, ah non, déjà, je suis dans les médias, alors si je dois écrire un livre et tout, alors là, c'est bon, je dépasse tout, c'est pas la peine. Et en fait, non, mais Isabelle Saporta, à qui vraiment, que j'en rends hommage et tout, je lui dois aussi mon livre, qui est venu me chercher et qui m'a contacté, il m'a dit, ouais, hey, franchement, ton parcours m'intéresse et je veux qu'on le mette en avant. Et donc voilà, au départ, je lui ai dit non, évidemment. Je lui ai dit non pendant quelques mois et ensuite, elle me convainc. Elle me fait passer par un ami journaliste que je connais très bien, donc Jean-Marie Godard, qui me dit Abdoulaye, écoute, on se connaît, donc voilà, je vais t'aider à faire ce livre et tout. Donc voilà, donc je commence à l'écrire, je fais des chapitres et tout, donc lui il corrige et tout ça, donc c'était un peu l'élève qui est en train de corriger l'élève qui faisait sur le taf et le maître derrière qui corrigeait. Et là, à ce moment-là, donc 2 ans, ça m'a pris, parce que tu sais, ça prend du temps et tout. Sûr. Et à ce moment-là, donc voilà, je suis chez Fayard, donc une grande boîte. Bien sûr, très grande maison et d'édition en France. C'est ça exactement. Donc, historique. Et à ce moment-là, donc il me dégote et là, à ce moment-là, le livre accouche. Juste après le Covid, il a été écrit pendant le Covid. Et donc c'était un cadeau quelque part pour toi de pouvoir avoir ce temps, un peu plus de temps peut-être pendant le Covid. Ouais, pendant le Covid, ouais. Mais j'ai bossé quand même. Mais bon, pendant ce temps, tu vois, voilà, j'avais le temps de pouvoir le faire et je l'ai fait. Et à ce moment-là, dès que on a commencé à ouvrir les vannes et tout ça, que tout le monde a pu sortir, donc hop, le livre est sorti à ce moment-là. Et là, j'ai eu cette chance, vraiment, je pensais pas, mais il a bien marché. Et donc, nouvelle étape, quelque part, nouvelle étape de promotion médiatique. Ouais, parce qu'il fallait le vendre, hein. Il y a un livre, ça se vend. Je suis invité, dans les grandes matinales, France Inter, RTL, M6, tu vois, France Télévisions. Donc, et l'administration, comment ils ont vu ce... Ah non, mais ça y est, mais là, on n'est plus... Non, ça y est, c'est fini. On n'est plus dans les accords. c'est plus le petit Abdoulaye, tu vois ce que je veux dire. Là, ça y est, c'est bon. Fayard derrière. On sait que maintenant, voilà, on le connaît, on sait ce qu'il va dire, donc tu vois, voilà. Pas besoin de faire valider le livre par l'administration, pas besoin de... Non, après par correction, évidemment, je leur en parle quand même, tu vois, mais j'ai toujours... Tu leur dédicace, une petite dédicace. Évidemment, quand même, parce que, tu vois, je leur en parle. En plus, tu as connu plusieurs ministres successifs, parce que... ouais, j'avais... T'as eu, Castaner, M. Darmanin, donc, voilà. Monsieur Rataillot maintenant, aujourd'hui. Ouais. Et donc, voilà, à chaque fois, voilà, sans rentrer dans la politique, un accueil bienveillant, tu les as rencontrés, je suppose, dans le cadre de tes fonctions, ou dans le cadre de ces communications J'en ai rencontré 2. Ok. J'en ai rencontré 2. Donc oui, M. Castaner et M. Darmanin, ça je les ai rencontrés. Bon, j'ai pas rencontré l'actuel, mais voilà, je les ai rencontrés. Ok. Bon souvenir. Ouais, franchement, oui. Tu sais, quand tu es remarqué, donc voilà, après, c'est un honneur pour moi de rencontrer un ministre de la République. Hein. Et pas tous les policiers de France ont l'occasion de rencontrer leur ministre. Ouais, après, moi, je me dis à mon petit niveau, quand tu rencontres, parce que moi, je suis un policier de la base et tout, et quand pour toi, c'est un honneur, tu vois, et ça fait une forme de fierté. Et quand tu dis à ton papa, écoute papa, je veux voir un des ministres de la République et tout, tu sais quand les papas comment ils sont. Ils demandent oui, attends, mais ce costume-là, n'oublie pas de lui dire que voilà, t'as pris ton petit déjeuner. C'est ça. Ils demandent voilà, si c'est bienveillant, tu vois, c'est marrant. Tu dis, papa, s'il te plaît, c'est bon. Non, mais bien. Est-ce que t'es bien rasé? Est-ce que voilà, attention, mais attends, c'est un ministre quand même de la République. Tu vois, mais en fait, ce qui est marrant dans ça, c'est que le respect de la fonction, en fait. Et c'est pas que parce que c'est un ministre, mais juste que je pense que l'éducation, quand tu vois la réaction de mon papa, en fait, je me dis que c'est quand même important parce qu'il y a ce respect des valeurs, en fait. Donc ton papa était en France? Mon papa est en France, ouais. Et en France, voilà. Donc il est en France, donc il y a ce moment-là. Est-ce qu'il a assisté des fois à des cérémonies Non. Jamais, t'as toujours séparé les deux? Non, j'ai toujours séparé les deux, tu vois. Okay. J'ai toujours séparé les deux. T'as protégé ta famille de ce milieu. Toujours. Jusqu'au jour où, effectivement, si il y a une grosse cérémonie, évidemment, ils seront là, ça c'est normal. Bien sûr. Mais après, voilà, non, j'essaye toujours de les préserver parce que toujours ma maman qui s'inquiète, toujours de... Les deux sont en France? 200 en France. 200 en France. Et donc, qui te voient dans les médias, il y a cette fierté quand même du papa et de la maman qui voient leur enfant. Est-ce que tu vois que dans le regard de ton papa qui t'a amené à cette gare, te déposé pour rentrer dans la marine nationale, et aujourd'hui sur le plateau d'Ardisson ou sur différents médias, est-ce que tu vois l'évolution du regard du papa? T'es évidemment toujours l'enfant de tes parents, mais est-ce que tu as vu une évolution où tu as vu que ok, je suis un homme à leurs yeux maintenant et que... C'est... tu parles de la famille, après c'est toujours compliqué. Non, mais après, tu sais, tu vois, c'est toujours. Mais on ne pose pas ces questions. Non, mais moi, je suis.
En fait, tu sais, quand tu es engagé, quand tu es une personne engagée, en fait, tu sais, c'est. La fierté, je pense, c'est quelque chose de très important, surtout quand ça vient des parents. Tu vois, parce que moi, mon papa, il s'est sacrifié pour nous. Je suis issu d'une famille de 7, on est 7 enfants, dont un de mes petits frères qui est décédé en 2003. Et je pense que voilà, je suis toujours battu pour qu'il soit fier de moi. Qu'il soit fier de moi, qu'il soit fier de ce que je fais. Et c'est un leitmotiv, en fait. Quand ton papa te dit, parce que mon papa n'a jamais dit qu'il m'aimait, hein. Donc c'est les papas, à l'ancienne et tout, ils ont une autre manière de... Une pudeur différente sur l'amour et sur les mots. Il y a une pudeur, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, quand ton papa, moi c'est banal maintenant, tu sais, quand je vois ma tête et tout dans les endroits, maintenant c'est banal. Des fois dans les aéroports, c'est pas, quand on me dit, ouais, je t'ai vu à l'aéroport sur France 24, etc. Donc, il y a quelqu'un qui envoie la vidéo à mon père et tout, ouais, c'est mon fils, c'est mon fils. Et quand des fois tu t'assois avec ton père et qu'on te voit sur l'interview et tout, là, le monde s'arrête et personne doit parler, vous coupez vos téléphones. Je caricature, mais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est valorisant. C'est valorisant parce que ouais, je me dis que ouais, c'est une source de motivation. Après, les mamans sont toujours. Ils ont peur et tout. Je dis oui, mais bon, attention, faut pas trop t'exposer. Après, j'ai mes enfants aussi, donc il y a ça aussi, tu vois. Donc, qui maintenant ont grandi. Non, ils ont grandi, mais après, c'est vrai que voilà, quand les enfants sont fiers de moi et donc ils ont pas peur de dire qu'à l'école, oui, que papa est policier. Bon, après, de toute façon, ils le savent, tu vois. Mais ouais, c'est le mot fierté pour moi qui est important. C'est énorme. Donc tu as voilà, cette écriture de livre, d'autres nouvelles interventions qui sont arrivées. Ta place aujourd'hui dans la police qui continue, puisque tu continues. Toujours policier, toujours. Qu'est-ce que tu dirais au Abdoulaye Kanté qui est déposé à la gare de train par son papa? Si tu devais lui parler, et tu lui dirais quoi aujourd'hui si tu avais l'occasion de parler à ce petit Abdoulaye de 17 ans qui va rentrer dans la marine nationale? Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Tu sais, en plus, ce que tu me dis, c'est qu'il y a un moment, je me suis assis, comme ça, tu te dis, mais attends, il y a eu tout ça quand même. Il y a eu tout ça, tu parles du simple petit marin, et qu'après, tu épouses une carrière de policier, c'est pas fini encore, mais tu as fait tout cela, tu te dis, mais en fait, oui, c'est bien. Et que derrière, tu apprends encore, tu continues, et tu veux encore transmettre. Quand on voit ma tête, on dirait pas que j'ai 46 ans, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a derrière une certaine expérience. Et je me dis que oui, effectivement, oui, il y a eu du chemin parcouru et je suis content, je suis heureux. Quelle est la suite des projets? La suite des projets, bah écoute, une suite peut-être je l'ai en exclu, peut-être une suite de mon livre. Ah. Qui est en cours de préparation. Un numéro 2. Un numéro 2. Toujours Fayard? On verra. Ah là maintenant, tu sais, c'est plusieurs invitations, sollicitations. C'est ça. Donc on fait monter les enchères. Déjà, s'il y a des éditeurs qui sont intéressés, pourquoi pas. Mais toujours encore plus, tu vois, de continuer dans mes actions, on va dire toujours dans le dialogue police-jeunesse, parce que c'est à son importance. Parce que pour moi, il est toujours important d'expliquer ses actions pour être mieux compris. Ça, par contre, ça c'est ma priorité. Et évidemment, ça peut avoir certains débouchés peut-être inattendus. Alors je me dis que, écoute, si une opportunité qui vient en haut lieu, bah écoute, on en discutera. Et si j'ai un destin qui permet, on va dire, de pouvoir servir à la fois mon pays et essayer d'aider vraiment les citoyens autrement et essayer de porter une voix aussi qui peut-être des fois n'est pas entendue, écoute, oui, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Voilà, on avait voulu durant cette heure d'émission s'intéresser à toi. Il y avait peut-être beaucoup plus de questions et peut-être je suis désolé si j'ai pas abordé certains sujets, mais on aura d'autres occasions, mais c'était important déjà pendant cette première heure d'émission de savoir un peu d'où tu viens. Merci. Où tu vas, qu'est-ce qui t'anime. Et voilà, c'était un peu le concept et l'ADN et l'identité de ce projet de podcast. Donc merci Abdoulaye. Mais merci à toi pour l'invitation et évidemment longue vie à ce projet et merci beaucoup. On te soutient. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt sur Col Roulé. N'hésitez pas à nous suivre, à follow nos pages X, YouTube, Instagram et LinkedIn. Et nous allons pouvoir maintenant étudier et inviter d'autres parcours inspirants à l'image d'Abdoulaye. À très bientôt sur Col Roulé.